Bonjour Alexandre. Mais bonjour Ludie. C'était un bonjour très motivé. Bienvenue dans l'épisode 2 de Qui relève du document. L'épisode 2 qui relève du document. Ça commence fort. L'épisode 2, ce qui relève du document. Tu as fait 2 avec tes doigts. J'ai fait 2 avec mes doigts. Un podcast dédié et dévoué au cinéma documentaire. Alors on a fait un premier épisode sur Inside de Bo Burnham et aujourd'hui on se lance sur un nouveau film qui est... Le feu de l'amour ou Fire of Love dans la langue de Drake. C'est vrai, il y avait la langue de Molière et il y a la langue de Drake. C'est souvent fait comme comparaison. Un documentaire produit par National Geographic et réalisé par Sarah Dosa. Alors, je vais faire une petite introduction sur ce film pour donner un peu de contexte pour les personnes qui ne le connaîtraient pas et qui ne l'auraient pas vu. Donc en 2022, le cinéaste allemand Werner Herzog et la cinéaste donc Sarah Dosa, qui est un peu moins connue dans les milieux cinéphiliques que Herzog, réalisent 2 films documentaires qui traitent du même sujet, ou plutôt d'un même duo. Il s'agit de Maurice et Katia Kraft, qui sont un couple de volcanologues français à qui l'on doit aujourd'hui de nombreux contenus audiovisuels sur les volcans en activité. Les films s'emparent tous deux de nombreuses images tournées par les Kraft pour les utiliser comme matière première de leurs opérations cinématographiques. Mais leur ressemblance, elle s'arrête là. Dans Au cœur des volcans, un requiem pour Katia et Maurice Kraft, Herzog s'intéresse particulièrement au mouvement cinématographique des images volcaniques. Dans Fire of Love, Dosa choisit de reconstituer ce qu'aura été le passage des Kraft sur Terre, à travers leurs études, leurs relations et leurs images. Dosa met en son centre l'amour singulier qui lie les Kraft, un polyamour semblant s'être constitué autour d'une 3e figure, le volcan. Merci pour cette introduction. Avec plaisir. Moi, j'aurais aimé commencer par nous jeter quelques fleurs, une fois n'est pas coutume, et nous féliciter d'avoir fait un premier épisode sur Inside et de maintenant nous intéresser à Fire of Love, qui est un documentaire que, en tout cas, ce qu'on considérait comme naturellement un documentaire, ou ce qu'on imagine comme être un documentaire. Parce que je pense que, après le film de Bo Burnham qui prenait à la marge le sujet, ça va nous permettre de se rendre compte que finalement Fire of Love est peut-être tout autant trompeur, manipulateur, fictionnel que le film de Bo Burnham, et va nous permettre d'explorer en fait qu'est-ce que c'est un documentaire et qu'est-ce qui constitue finalement le geste principal d'un documentaire. En tout cas, une façon de faire du documentaire, une nouvelle façon de faire du documentaire. Oui, bah j'accepte les fleurs. Et je sais pas si tu es d'accord avec moi, j'aimerais qu'on commence par la toute première scène du film. Commençons par la toute première scène. Qui, moi, m'a... Commençons par le commencement. Commençons par le commencement, c'est la meilleure façon de faire, je pense. Et je veux simplement la décrire, pour ceux qui ne l'auraient pas vue. C'est, on commence le film par un 4x4 dans la neige, qui va vers un point indéterminé, et qui a du mal à avancer, qui galère, qui glisse dans la neige. Et au bout d'un moment, des gens sortent, dégagent la neige, poussent la voiture, et ils finissent par la guider. Et la voiture donc finit par avancer et aller vers sa direction, qui sera toujours indéterminée. Mais ce qui marque, en tout cas ce qui m'a marqué dans cette première scène, c'est l'enchaînement des plans. C'est à quel point ce qu'on regarde a l'impression d'avoir été pensé avant. C'est-à-dire qu'on a vraiment un enchaînement d'angles et de plans qui créent une continuité dans cette scène. Et une question nous vient immédiatement, c'est est-ce que ces plans ont été prévus de cette façon ou est-ce que ça a été arrangé pour ressembler à ça? Et là, donc à quelque chose qui a été prévu, c'est ça que tu dis? Oui, quelque chose qui a été prévu à l'avance. Et là, c'est peut-être un point un peu technique pour commencer, mais on a déjà une différence entre la fiction et le documentaire, et la différence en fait entre le plan et l'image, et comment on la définit en fiction ou en documentaire. En fiction, un plan, c'est ce qui fait partie d'un tout. Un plan a toujours un dehors parce que le plan constitue une scène, constitue une séquence, donc est une sélection dans l'espace afin de créer la scène, tandis que l'image aurait une vie propre. L'image serait comme un tableau, comme un tableau par exemple, et gagnerait un statut supérieur ou différent par rapport aux autres plans.
Mais en documentaire, il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'angle de caméra, il y a un événement qu'on essaye de filmer. Rien n'a été théoriquement prévu puisqu'on arrive sur le moment dans le réel. Exactement. Et donc, on aurait des images, parce qu'on essaierait de capter des images sans essayer d'agencer l'événement. Et ensuite, dans un deuxième temps, au niveau du montage, ces images pourraient éventuellement devenir des plans. Et là, tout de suite, donc, ce Fire of Love nous met face à une dimension mythologique presque du cinéma, qui est la différence entre fiction et documentaire. Est-ce que ce qu'on regarde est fictionnel ou est documentaire? Est-ce que ça a été prévu à l'avance? Est-ce que ça n'a pas été prévu à l'avance? Comme on avait parlé dans on Inside. a beaucoup parlé avec ce qui est mis en scène et ce qui n'est pas mis en scène. C'est exactement. Authentique. C'est exactement ça. Et moi, je trouve ça très intéressant que le film nous confronte tout de suite à cette question, et de façon, en fait, par sa mise en scène, par l'arrangement. Et donc, ça nous donne une idée de qu'est-ce que c'est la fiction, parce qu'au final, la fiction, qu'est-ce que c'est? C'est toujours un arrangement. La fiction, c'est arranger les choses, c'est-à-dire dans un ordre chronologique, organiser un placement pour que les choses paraissent cohérentes. Et il y a cette expression fameuse qui est plus vrai que nature, où on dit souvent, si c'était dans un film, je n'y aurais pas cru. Parce qu'en fait, le réel, lui, il s'en fout de l'arrangement, il s'en fout de l'ordre. Non, lui, il crée des événements qui, des fois, nous semblent complètement incohérents ou nous semblent impossibles à faire. Et ce que la fiction a du mal, parfois, à retranscrire. Et Michael Bay, dans son génie ou dans sa profonde médiocrité, chacun jugera, dans No Pain No Gain, arrête son film, par exemple, pour mettre un carton. Ce film est toujours inspiré d'une histoire vraie, tellement les événements nous semblent absurdes au moment où, il me semble, The Rock commence à cuire la main, personne qui vient de trancher, il vient de trancher la main de quelqu'un, elle a cuit sur un barbecue. Voilà. Mais, en tout cas, le film brasse cette idée-là. Fire of Love, du coup. On n'est plus sur Michael Bay. On est retourné sur Fire of Love. En tout cas, le film brasse cette idée-là et va nous permettre, je pense, de l'explorer. Et d'explorer comment, en fait, Fire of Love agence cette distinction entre fiction et documentaire. Bah, c'est intéressant, ça rejoint un petit peu ce que je voulais dire, mais plutôt d'un point de vue, on va dire, générique, parce que Fire of Love est un documentaire, mais il s'inscrit aussi dans un sous-genre, on pourrait dire, si on considère le documentaire comme un genre, ce qui n'est pas acquis, mais tu en reparleras peut-être. En tout cas, c'est un documentaire d'archives. Donc là, toi, tu parlais du fait que les documentaires, c'est des plans qu'on va venir prélever dans le réel. Là, il y a encore un truc qui fait qu'en fait, ces plans qui ont été prélevés dans le réel n'ont pas été tournés par Sarah Dosa. C'est une matière sur laquelle elle n'a pas eu main pendant la création des images. Ce que Sarah Dosa, elle peut faire, elle, c'est faire du montage et des opérations de montage pour essayer d'arranger cette matière. Et j'en reparlerai plus loin sur comment elle l'arrange en termes de narration, mais pour rejoindre ce que tu veux dire, ce qu'elle fait dans l'arrangement de cette matière, c'est qu'elle utilise la grammaire du cinéma, ou on pourrait du coup, pour te rejoindre, plutôt dire du cinéma de fiction, notamment en utilisant par exemple la rhétorique du chant contre chant. Il y a une scène où on a un plan sur Maurice et Katia Kraft qui sont en train de regarder quelque chose, le plan cut, on passe à un deuxième plan et c'est un volcan. Donc cet assemblage, ça donne l'impression que ce que les Kraft étaient en train de regarder, logiquement, c'est ce volcan. Dans les faits, c'est ça qu'on voit, mais en fait, on n'a aucune idée de si ça a été tourné comme ça. Si même, en fait, ce plan des Kraft qui sont en train de regarder, c'était vraiment un volcan. Donc ça peut laisser supposer que la réalisatrice, elle a créé ce chant contre chant. Elle a agencé cette matière pour en faire, comme tu disais, une scène. Après, impossible de savoir, parce qu'il n'y a pas, dans ce cas-là, de transparence sur ce que la réalisatrice a fait quand elle a agi sur la matière. Il n'y a pas de... Pour dire ça un peu facilement, mais il n'y a pas un gros écriteau qui dit « Ceci est une matière que moi, j'ai arrangée ». Donc on ne peut pas savoir si c'est vraiment ce que les Kraft ont fait ou si c'est ce que Sarah Dosa a fait elle-même avec le montage. Et ce qui est intéressant, en tout cas, ce qui est à creuser dans Fire of Love, c'est que Maurice et Katia Kraft sont montrés, avant tout presque, parfois, comme des cinéastes. C'est-à-dire des gens qui captent le réel de façon cinématographique. Donc, à plusieurs reprises, Sarah Dosa va nous montrer que les Kraft ont fait des chants contre chants, ont rejoué certaines scènes, se sont mises en scène. Et donc, le fait d'utiliser certains codes de la fiction paraît naturel, paraît en continuité du travail des Kraft qui était déjà, à la base, un arrangement du réel pour éventuellement capter des images documentaires, donc des images de volcans. Et ça nous ramène à la question de fiction
et documentaire, où beaucoup de gens ont essayé de dire ah mais ça c'est de la fiction, tout est fiction parce que tout est agencé donc tout est fiction, ou non tout est documentaire parce que tout a été issu du réel donc quelque part tout a une nature documentaire. Mais une fois qu'on a dit l'un ou l'autre, bon bah finalement on n'a pas dit grand chose sur le cinéma et on a encore moins dit de choses sur le film qu'on est en train de regarder. Oui, au final, quand on regarde un film comme fiction ou documentaire, ce qu'on va regarder c'est la proposition esthétique du film plutôt. C'est ça. Et ce qui est le plus intéressant dans ce débat-là, c'est comment chaque film agence, débat, argumente, négocie en fait cette dichotomie entre fiction et documentaire et comment presque chaque film rebat les cartes à chaque fois. Parce que chaque film vient proposer quelque part sa vision de cette division entre fiction et documentaire, ou de cette non-division. Et ce qui est intéressant, donc c'est ce qu'on va essayer aujourd'hui d'explorer dans le film Fire of Love, c'est-à-dire comment Sarah Dosa a organisé la matière filmée par Maurice et Katia Kraft, quel choix elle a fait dans cet arrangement. Oui, et ça rejoint cette deuxième opération de montage qu'elle fait, qui est une opération plus générale, qui est donc celle de créer une narration et une structure. Comme je l'ai mentionné quand je parlais du film au début, le film nous raconte l'histoire des Kraft. Et donc, elle a fait une chronologie presque linéaire où on débute plus ou moins d'abord par leur mort pour ensuite revenir à leur rencontre et ensuite aller plutôt dans l'ordre depuis leur rencontre jusqu'à leur mort. Et donc ça, c'est l'opération plutôt générale. Et ce qui est intéressant, c'est que, du coup, tu as beaucoup parlé de cette division fiction et documentaire, que cette façon de narrativiser la relation des Kraft, c'est plutôt une opération très fictionnelle. Elle les a transformés en personnages. C'est presque une comédie romantique, finalement, qu'on regarde quand on voit Fire of Love. Oui, et en fait, elle fait le choix donc, de la narration chronologique, même si elle commence par la mort. Ensuite, après, tout va être, comme tu l'as dit, plus ou moins dans l'ordre de leur rencontre, jusqu'à revenir jusqu'à leur mort à la fin. Et ça, c'est une histoire, en fait, c'est l'histoire d'une vocation. C'est presque lié presque à l'histoire d'une méritocratie. C'est-à-dire qu'on va nous présenter comme deux personnes qui sont nées pour analyser les volcans, qui depuis tout petit étaient destinés à faire ça. Et Sarah Dosa va appuyer cette destinée par le hasard. Elle va beaucoup le justifier comme ça, en disant « Ah, mais c'était quand même hasardeux que deux personnes fans de volcans habitaient à 20 km l'un de l'autre. » Oui, elle dit les 20 km, effectivement. Ou quelque chose comme ça. Et ça, en fait, ça, c'est un mythe du capitalisme, c'est un mythe fondateur presque du capitalisme, qu'il y a des gens qui sont faits pour avoir une destinée et qui, par leur travail, qui, par quelque chose, vont se développer une puissance et finalement arriver à quelque chose. Et ce qui peut être vrai, je veux dire, dans l'histoire de Maurice et Katia Kraft, c'est vrai qu'ils ont l'air d'avoir eu cette vocation, ils ont l'air d'avoir dédié leur vie à l'étude des volcans. Mais ce qui est important de voir surtout dedans, c'est la récurrence de ce mythe, et surtout dans le style du biopic, parce que Fire of Love, malgré tout, qui est un documentaire, est un biopic. Et pour prendre un exemple récent, Fableman utilise la même chose, c'est-à-dire le fait que Steven Spielberg, depuis qu'il est enfant, il était comme ça, il était touché par la grâce du cinéma. Destiné à faire du cinéma. Exactement. Mais en fait, aussi, il faut rendre compte que ce mythe-là a une puissance érotique, parce que ça nous donne envie de se dire « Ah, je peux avoir une destinée, si je mets suffisamment de travail, si je fais ça, ça donne un sens à ma vie, parce que c'est aussi ça, la vocation, la destinée, c'est de dire que notre vie a eu un sens depuis le début jusqu'à la fin, que tout ce qu'on a fait a eu du sens. Et le Fire of Love fonctionne beaucoup comme ça, c'est-à-dire que chaque événement est toujours lié à celui qui était avant et celui qui était après. Chaque choix va entraîner une suite d'événements qui les a menés jusqu'à leur mort, mais en fait jusqu'au moment presque où ils devaient mourir. Et cette chose-là, à la fois, aussi élimine beaucoup des déterminismes, des choses qui auraient pu déterminer la vie des Kraft, et qui est un geste qui exclut beaucoup, qui évacue beaucoup de choses. Et il faut surtout prendre en compte dans l'analyse que ce n'est pas un choix évident. Raconter chronologiquement la vie de quelqu'un n'est pas forcément un choix évident. Ça paraît être un choix évident parce que c'est majoritairement ce qui se passe au cinéma,
mais ce n'est pas un choix évident. Et en tout cas, pas l'unique choix. Mais c'est ce que Sarah Dosa décide de faire. Et d'ailleurs, j'ai pensé à 2 scènes pendant que tu parlais. J'ai pensé à la séquence qui explique la rencontre des Crafts. C'est pas anodin qu'il y a, elle le dit, il n'y a pas d'image des Crafts. Et du coup, la plupart des images qui nous sont présentées, c'est des images qui pourraient être faites par tout le monde. Dans le sens où on voit un café avec des mains. Donc on ne sait pas si les mains sont ceux des Crafts. Donc en fait, elle a dû combler un manque pour venir confirmer son histoire, légitimer, valider. Ce qui est quand même intéressant dans le sens où elle n'avait pas cette matière, mais du coup, cette matière, elle en avait besoin pour servir son histoire, donc elle l'a créée. Et l'autre chose que je voulais noter par rapport à ce que tu dis, c'est quand même la fin du film, dont on reviendra peut-être, qui quand même va élever justement les Crafts au rang de mythologie, dans le sens où tout d'un coup, ils deviennent un peu des sauveurs d'humanité, parce qu'ils font partie de volcanologues qui se sont battus et qui ont fait des vidéos pour les gouvernements pour les avertir des risques des volcans en activité. Et en fait, moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai vu plusieurs fois ce film, j'avais détesté cette partie, parce que moi, j'écoutais principalement ce que les Crafts disaient, et ce qu'ils disent tout au long du film, c'est quand même qu'ils sont plus petits que le volcan, que les humains ne sont rien face à cette puissance de la nature. Et en fait, ces 30 dernières minutes vient plutôt nous expliquer que c'est des surhumains qui sont là pour sauver les humains par rapport aux forces de la nature. Et donc, pour moi, là, il y avait un gros clash entre la narration que Sarah Dosa essayait de forcer et ce que les Crafts plutôt essayaient de faire comprendre ou semblaient vivre dans ce qu'on nous transmet comme matière. Tout à fait. Mais ça va plus à voir parce que le film a une progression chronologique, comme on l'a dit, mais ce n'est pas qu'une chronologie de leur vie, il y a une évolution des Crafts tout au long du film, et cette évolution, c'est presque une évolution de surhumain vers humain, c'est-à-dire de personnes en dehors de l'humanité, parce que complètement obsédées par les volcans, à un retour vers l'humanité à la fin, comme tu le dis, où ils vont commencer à faire des films pour sauver les humains. Des volcans, donc c'est vraiment cette progression-là qu'on nous propose, et un film qui, au départ, dans le générique, semble mettre à équivalence les Crafts et les volcans, parce qu'on a, dans le générique, on met starring Maurice Katja-Kraft, et après ils mettent le nom des volcans, comme si c'était des stars au même niveau que les 2 volcanologues. En fait, ce que le film nous propose finalement, ce n'est absolument pas ça. C'est un film qui est complètement humano-centré. Et encore une fois, c'est pas une critique morale que je fais. Je veux dire, c'est magnifique ce qu'ont fait Maurice et Katja-Kraft, de vouloir aider ces gens, d'avoir voulu faire ça, de s'être retourné vers l'humain. Je veux dire, heureusement qu'il faut qu'il y ait des gens qui fassent ce qu'ils font, et bravo à eux et félicitations. Mais encore une fois, ce n'est pas un choix évident lorsque l'on parle d'eux. Et ces gens qui étaient complètement isolés du monde, presque, qui avaient voué leur vie à l'analyse des volcans, à l'observation des volcans, qui se rendent compte que leur travail, en fait, peut servir à quelque chose, peut servir l'humanité. Et là, on retombe sur ce mythe de la méritocratie qui est que malgré tout, toute leur vie, à la fin, au bout du compte, il faut que ça serve. Tu ne peux pas juste vouer ta vie à l'observation des volcans. Il faut que quelque part, à la fin... Parce que l'une des dernières choses qu'on nous dit dans le film, c'est qu'ils ont sauvé 25 000 personnes d'une éruption. Oui, et qui en plus, quand je l'ai re-regardé, c'est pas eux tout seuls. Mais le film nous le présente un peu comme si c'était eux tout seuls, alors qu'ils faisaient partie d'un groupe de volcanologues qui avaient essayé de rendre sensibles les gouvernements aux volcans. Et en plus, c'est après leur mort. C'est quelques jours après leur mort, on nous dit. Donc c'est leur héritage. Ils sont décédés, mais ils ont laissé ça derrière eux. Et il y a un peu l'idée que quelque part, aujourd'hui, s'il y a moins de morts à cause des volcans, c'est grâce à eux. Mais ce qui est une bonne chose. Encore une fois, on ne remet pas en compte le fait qu'il faut... Il y a besoin de volcanologues. Il faut besoin de volcanologues. Et oui, il faut que les gens arrêtent de mourir des volcans. Mais le fait est que quand on termine le film, on se dit « Waouh, ok, ces gens ont une vie qui a été utile. » Et ça, c'est la valeur travail... appliqué au cinéma. Et est-ce que ça fait de ça un bon ou un mauvais film ? Je suis pas sûr que c'est ça qu'on a envie de voir quand on va au cinéma, de dire ouais, Maurice et Katia, wow. Ils ont été utiles dans ce monde. Merci. Heureusement. Je suis d'accord avec ça. Je voulais passer sur un autre sujet, si ça te va, qui était plutôt la question des fameux outils documentaires. Quand je dis ça, c'est les outils qui ont été généralisés, ou disons qu'on voit de manière cliché comme faisant partie essentielle du documentaire. L'outil principal, c'est quand même la voix off, qui est dans tous les documentaires animaliers, par exemple, qui passeraient sur les chaînes télé. Donc je vais un peu réfléchir à la voix off dans ce film. Libre à toi de te joindre à moi, de ta voix off à toi aussi.
les vérités, les fragments, les questions. Il se demande ce qui forme et reforme le monde. Il brûle d'envie de trouver les réponses à ces mystères. Avec juste assez de fonds et une voiture gracieusement offerte, Katia et Maurice partent à la recherche des volcans d'Islande avec leur ami Roland. Donc au cinéma, on a plusieurs types de voix. On a la voix off, la voix in, la voix off et in, la voix through. Je ne vais pas toutes les expliquer, je vais plutôt regarder ce qu'on appelle la voix off. Donc ce qu'on définit comme la voix off dans les théories du cinéma, c'est une voix qui n'appartient pas à l'univers diégétique. Donc qu'est-ce que c'est l'univers diégétique ? C'est l'univers qui est mis en place dans le film, par les images, par l'agencement de toutes les matières cinématographiques. Donc qu'est-ce que ce serait typiquement une voix off ? Ce serait la voix d'un ou d'une narrateur qui raconterait, qui viendrait guider ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui caractérise donc cette voix, c'est qu'elle n'a pas de corps. On ne peut pas la rattacher à quelqu'un qui existe dans le film, puisque c'est une voix hors de l'univers du film. Elle n'a pas de corps, elle n'a pas non plus de lieu matériel. Elle est dans un espace abstrait. On ne sait pas d'où vient la voix. D'ailleurs, du coup, la voix off, par exemple, ne pourrait jamais rejoindre l'univers du film. On n'aurait pas la personne qui émet cette voix qui pourrait arriver en marchant dans le plan et faire « Coucou les amis », vu qu'elle ne fait pas partie de cet univers. De même, les personnes qui sont dans l'univers diégétique ne peuvent pas rejoindre la voix off, puisqu'elle existe dans un lieu abstrait. Ce qui détermine en partie le pouvoir de la voix off, elle ne peut pas être tue, du moins pas par les personnes qui se trouvent dans le film. Donc on a une voix off très présente dans Fire of Love, qui est donc la voix de la narratrice, qui vient beaucoup nous expliquer et créer cette narration finalement dont on a beaucoup parlé, cette histoire d'amour des Crafts. Donc ce qui est intéressant et qui est surutilisé dans le documentaire par rapport à cette voix off, c'est que cette voix, elle ne peut pas modifier le contenu de l'image, dans l'idée qu'elle ne peut pas interagir avec ce qui se passe dans l'image. Je vais préciser ça, mais par exemple, si deux personnages sont en train de dialoguer, la voix off ne va pas pouvoir venir leur poser des questions auxquelles ils vont répondre, puisque c'est une voix qui est, comme je l'ai déjà dit, hors de cet univers. Mais si la voix off, elle ne peut pas modifier l'image, elle peut néanmoins influencer et forcer une perception de l'image pour le ou la spectatrice. Elle va connoter les images, elle va mettre en lumière certains aspects et en mettre d'autres de côté. C'est exactement le cas dans Fire of Love. La narration va venir mettre en lumière certains aspects de l'histoire des Crafts pour créer justement cette chronologie, cette histoire d'amour. J'ai un exemple dans lequel je vais venir dans quelques secondes. On peut noter que néanmoins, en tant que spectatrice, on pourrait résister à cette voix off. On pourrait décider de ne pas l'écouter pour essayer de se concentrer sur ce que les images essayent de nous montrer, mais ça demande quand même un petit effort et finalement, est-ce que c'est si pertinent que ça si on veut essayer de comprendre l'opération que le film est en train d'effectuer ? Je vais maintenant donner un exemple dans Fire of Love de comment la voix off peut venir teinter notre perception. C'est un exemple tout bête. Il y a une petite séquence où la voix off nous fait une distinction entre les deux personnalités de Katia et Maurice Craft, en disant que Katia est une personne qui s'intéresse aux détails, au minimalisme, alors que Maurice s'intéresse au grandiose. Au moment où la voix dit que Katia s'intéresse aux détails, on a un plan de Katia en train de jouer avec un écureuil, donc un être tout petit. Puis quand elle nous dit que Maurice s'intéresse au grandiose, on a un plan large où on a un énorme volcan et la petite silhouette de Maurice qui est en train de s'avancer. Ce qui est intéressant, c'est que ces images, si on les avait vues sans voix et dans un foisonnement d'autres images, en voyant Katia en train de jouer avec un écureuil, on ne se serait pas forcément dit Katia joue avec un écureuil, elle s'intéresse au minimalisme. C'est pas exactement ce qu'on aurait pensé. Mais parce que la voix off nous le dit, l'image vient confirmer ce que la voix off est en train de nous proposer comme perception de l'image. Donc je trouve ça intéressant de noter ça sur l'utilisation de la voix off, qui est donc une utilisation plutôt classique de la voix off. Néanmoins, on a un théoricien du cinéma que tu connais sûrement qui s'appelle Serge Danet, qui a proposé des possibilités de gestes pour développer une nouvelle poétique de la voix off. Et je vais essayer de les apposer à ce qu'a fait Sarah Dosa pour voir si elle le fait spontanément ou non. Il propose une démultiplication de la voix off, parce que souvent dans les films, la voix off, c'est une seule voix qui vient narrer. Pendant Fire of Love, c'est vrai qu'on a plusieurs voix qu'on entend,
Mais en fait, les voix qu'on entend ne sont pas nécessairement des voix off. Parce que, à part celle de la narration, toutes les voix qu'on entend peuvent être rattachées à des corps qui existent dans le film, puisqu'il s'agit souvent de la voix des Kraft, ou dans un cas, c'est une actrice qui interprète la voix de Katia Kraft, mais qui interprète quand même un corps qui existe dans le film. L'autre possibilité que Serge Dan a dit, c'est de singulariser la voix off, de lui donner une texture, de ne pas donner une voix monotone et neutre, et essayer de la faire vivre pour elle-même. Bon, c'est vrai qu'elle a un peu une texture, cette voix dans le film, elle est un peu rauque, elle est un peu jolie, mais la singularisation, elle s'arrête là, hein, c'est quand même une voix très classique qui vient nous narrer quelque chose. Oui, rauque et jolie, et moi ce qui m'avait marqué, c'est on sent l'âge dans sa voix, on sent que c'est une personne qui a un certain âge, en tout cas, je ne saurais pas dire lequel, mais plus de 50 ans pour aller vite, pour être large. Et ça donne un espèce de côté chaleureux, ou en tout cas renforce cette idée d'amitié avec les... En fait, on a l'impression que c'est une amie de Maurice et Katia qui parle, et il me semble que c'est peut-être dit à un moment donné qu'elle les connaît. Ah, je m'en rappelle pas de mais ça. c'est peut-être faux. En tout cas, c'est... Parce que si c'est le cas, ma théorie de la voix off, elle fonctionne plus. Mais je pense que c'est plus un effet, en fait, d'avoir comme un proche qui vient nous parler de Maurice et Katia, qui vient nous raconter leur histoire avec son point de vue subjectif presque parfois, et ce qui justifierait cette espèce de licence poétique qui entoure cette voix, où elle va nous faire des analogies, des métaphores, des comparaisons, en tout cas toutes sortes de figures de style dans sa voix, qui tranchent beaucoup avec ce que disent Maurice et Katia, comme on a pu le dire un peu plus tôt, où la voix a une approche très vue de dessus, en tout cas de ce qu'ils font, et des omnisciente volcans. Un peu finalement. Omnisciente et qui vise à sublimer presque, qui essaye en tout cas de sublimer les images et le travail de Maurice et Katia, là où eux ont une approche très terre-à-terre à leur travail et à ce qu'ils font, et surtout ce qui m'a marqué, c'est le rapport à la mort qu'ils ont, qui est un rapport qui est très beau, mais qui est très simple aussi, qui est très épicurien, mais qui en fait ils ont dû accepter en fait ce rapport à la mort là. Pour juste situer ce rapport à la mort qu'elles ont, c'est de dire que voilà, ils préfèrent vivre une vie près des volcans, courte et intense, et de mourir parce qu'ils sont tout petits face à ces volcans qui ont des milliers d'années. Oui, exactement. Et il y a une phrase moi, qui j'aime beaucoup, où Katia dit qu'elle marche souvent derrière Maurice, parce qu'elle est plus légère que lui, donc lui, où il passe, elle passe. Mais aussi, elle dit ça parce que comme ça, s'il tombe, s'il meurt ou s'il est englouti par le volcan, elle peut le rejoindre tout de suite. Donc cette idée, elle veut mourir avec lui parce que la vie sans lui ne vaudrait pas la peine d'être vécue, parce que la vivre sans lui, ça serait vivre sans les volcans, sans doute. Et il y a une autre phrase aussi de Maurice, où on ne sait pas vraiment quand il l'a dit, mais en tout cas, elle est dans le film, juste après qu'il meurt, où il dit qu'il est... pour lui, il est vieux de 100 ans. Parce qu'il a vécu tellement de choses, il a vu tellement de choses, que c'est comme s'il avait 100 ans. Alors, mourir aujourd'hui n'aurait pas vraiment d'impact, parce que pour lui, il a déjà vécu toute sa vie, et que ce qu'il vit, en fait, il veut vivre comme ça, il ne veut pas vivre autrement. Donc, en fait, mourir n'est plus... en tout cas, de ce qu'ils disent, ne semble pas être une peur qui les saisit à chaque instant, alors que c'est ce qui semblerait être quand on voit ce qu'ils font et le danger qu'ils prennent, mais non. Et ce que je trouve intéressant pour augmenter ça, c'est que néanmoins, ils ont conscience des dangers. Parce qu'on pourrait se dire, ils vivent dans un monde un peu idéaliste où ils sont genre la mort, auprès des volcans, peu importe. Mais il y a notamment Maurice, à un moment donné, qui dit quand même, si il y en a un des deux qui se blesse, on est embêté quand même, parce que on peut rien faire pour l'autre. Puis il le dit vraiment de manière assez drôle, il fait, c'est un peu embêtant quand même. Et donc, ils ont très conscience des dangers que ça aurait d'être vers des volcans. C'est un rapport très terre-à-terre à la mort, finalement, parce qu'ils la vivent au quotidien. Et j'aimerais bien aborder ça, parce que la voix off, c'est une question d'arrangement, parce que c'est une question d'organisation du film, et j'aurais bien aimé questionner pourquoi le film commence par leur mort. D'ailleurs, en parlant de la mort, justement. Le film s'ouvre quasiment là-dessus, ou en tout cas, on nous l'annonce très rapidement. Et c'est pas évident non plus de commencer par cette mort-là, parce que Maurice et Katia ne sont pas des figures publiques, ne sont pas des figures universelles. On ne sait pas qu'ils sont morts. On ne sait pas qu'ils sont morts déjà. On ne sait pas qui ils sont déjà. On ne sait pas qui ils sont. Ils pourraient très bien être encore vivants. Ce n'est pas
une donnée qu'ils sont morts sur un volcan pendant l'exercice de leur travail. Ça, par exemple, si on fait un film sur Elvis, par exemple, il n'y a pas besoin de dire qu'Elvis est mort. En tout cas, c'est une espèce de donnée. C'est les gens, quand ils regardent le film, ils savent déjà, par exemple. Mais alors, pourquoi ? Moi, j'ai 3 explications. Ouh, j'en aurais peut-être une, mais je vais écouter les tiennes. Peut-être tu vas avoir la même. Et je pense que ça nous permettra de rebondir un peu sur les effets de mise en scène. La première, pour moi, c'est une raison émotionnelle et une raison d'efficacité émotionnelle du film, que c'est que ça ajoute du tragique. Dès qu'on commence le film, ils sont morts, donc c'est une tragédie. Donc on sait qu'on va aller inexorablement vers leur fin. Et aussi parce que c'est un film qui est plutôt tendre avec les Crafts. C'est un film qui vise à nous faire tomber amoureux avec eux. C'est un film qui gomme énormément d'aspérités qu'aurait pu être leur vie. On voit quelques disputes, mais c'est survolé, ça n'a pas d'impact dans le film. On ne se questionne jamais sur la question des financements de leurs recherches, sur comment ils vivent en dehors des volcans. Sur le fait qu'ils n'aient pas d'enfants, ils se disent au moment qu'ils n'ont pas d'enfants, mais on n'a pas les. Est-ce que ça crée des débats ? Est-ce que c'était une source de dispute ? Non, vraiment, c'est très très lisse en fait comme vie. En tout cas, ça a été lissé. Et également, donc cette idée d'être tendre, le fait d'annoncer la mort au début, ça fait que si elle arrivait à la fin, c'est pas un énorme choc qui va nous plomber le film. Genre, oh mon Dieu, je vais tomber amoureux de ces 2 personnes et maintenant ils sont morts. Ils sont morts. Il faut que je deal avec ça en tant que spectateur. Je pense que c'était pas du tout l'objectif du film. Et en mettant la mort au début, ça permet à nous de nous préparer à l'arrivée. Et ça nous permet aussi d'engager avec eux en sachant qu'ils sont morts. Donc en adoucissant encore le choc émotionnel de leur mort. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le lis, quoi. Donc c'est tendre aussi envers les personnes qui regardent le film, finalement. Exactement. Et donc ça, c'est ma première théorie, en tout cas. Et la deuxième, ça serait que, comme on l'a dit, la mort est omniprésente dans leur vie. Et comme on a dit, ils parlent beaucoup de ça. Et de le mettre au début, ça permet de nous replacer peut-être un peu dans leur contexte où la mort est omniprésente. Donc tous leurs actes sont teintés par la mort. Et en fait, en sachant déjà qu'ils sont décédés au début, ça permet aussi de nous de teinter tous leurs événements par la mort. Mais ça rejoint aussi ce qu'on disait sur la méritocratie, sur la vocation. Parce qu'en commençant par la mort au début, ça crée une cohérence interne à l'histoire. C'est qu'on lit la naissance et la mort au même temps. C'est que les volcans, c'est à la fois leur étincelle de vie, mais aussi ce qui va... Leur étincelle de mort. Leur étincelle de mort, exactement. Donc, ça veut dire qu'ils ont littéralement voué leur vie au volcan, parce que c'est à la fois ce qui a guidé leur vie et ce qui l'a terminé. Donc c'est une espèce de vie totale, quoi. Et ça permet ensuite d'engager, en fait, cette chronologie de la naissance vers la mort, parce qu'on sait déjà où ça va se terminer. Donc, et ça crée une espèce de boucle parfaite de la vie, quoi, qui a un sens et qui a été bien vécue. Et c'est vraiment cette idée donc de la vocation, de la méritocratie, du mythe, de la vie bien vécue, de la vie qui a été à la fois pour eux nourrissante, qui a été une belle vie, mais en même temps qui a servi l'humanité, etc. Donc voilà, pour moi, ça c'est 3 choses-là, 3 raisons pourquoi le film commence par la mort. Moi, j'avais la 3e. Je me disais que ça servait à les élever à ce rang de mythologie ou de mythe. Regardez, ils sont nés pour ça, ils sont morts pour ça, et de le montrer dès le départ. Je te rejoins sur ça. Ça met en lumière le fait qu'une histoire chronologiquement racontée, c'est anachronique. Parce que mettre les choses dans l'ordre, encore une fois, ce n'est pas évident. Les choses arrivent dans la vie dans un certain ordre, mais le raconter à rebours d'une façon chronologique, c'est donner un sens à ces événements, donc c'est-à-dire en sélectionner et en évacuer d'autres afin de créer une sélection d'événements. Et commencer par la mort, donc c'est anachronique, mais en même temps c'est chronologique. Chronologiquement, c'est anachronique. Anachronologiquement, c'est raconter les choses chronologiquement. Je vais enchaîner avec une question que je me suis posée pendant le film qui rassemble peut-être quelque chose qu'on s'est dit, mais qu'on va pouvoir réfléchir plus explicitement. On a un peu mentionné le fait que les Crafts réalisaient des images. On a beaucoup mentionné le fait que les Crafts réalisaient leurs propres images. Eh bien, moi, en regardant le film, je me suis posé cette question. Qui sont les auteuristes du film ? Et donc ça, c'est une question pour les personnes qui ne connaîtraient pas, qui fait référence à la politique des auteurs, qui est donc une politique qui a été
amené par des cinéastes de la nouvelle vague française, Jean-Luc Godard, François Truffaut, Jacques Rivette, tout ça, qui voulaient contrer ce qu'on appelait le cinéma de scénariste, donc un cinéma où le scénariste était considéré comme l'auteur du film. Et voilà, le groupe de la nouvelle vague, qu'on appelait les Jeunes Turcs. Parce que c'était avant qu'il soit cinéaste. C'était à l'époque où il était journaliste. Oui, c'est ça, au cahier du cinéma. Principalement, d'autres vues. Absolument. Et on voulu contrer ça en mettant plutôt le ou la réalisatrice au centre, étant considérée comme l'auteur ou l'autrice du film. Ce qui est intéressant, cette politique, elle a été réfutée, reformulée, développée depuis, parce que c'était il y a un petit moment. Mais enfin, c'est quand même une question que des fois, on peut se poser en regardant un film. Et dans ce cas-là, ou dans le documentaire d'archives en général, c'est intéressant de se dire qui est l'auteurice du film ? Est-ce que c'est les personnes qui ont réaliser et composer les images, ou est-ce que c'est les personnes qui ont assemblé la matière cinématographique, qui ont assemblé ces images ? Et donc moi, je me suis posé cette question et je n'ai pas de réponse, mais j'ai quelques éléments que j'ai regardés. Parce que comme on l'a dit, Maurice et Katia, ils développent bel et bien un regard cinématographique. Et on le voit, il y a des plans et des cadrages extrêmement travaillés et magnifiques, des volcans. Il y a des compositions d'images qui, si on les regarde d'un point de vue photographique, fonctionnent très bien, sont très belles. Il y a aussi, comme tu l'as mentionné un petit peu, mais une mise en scène des crafts, souvent. J'ai un exemple que je trouvais assez rigolo où un moment, Katia et Maurice sont devant un volcan, reviennent de leur petite exploration, ils ont toujours leur espèce de scaphandre, et on a un plan poitrine devant le volcan de Katia qui enlève son casque et qui sourit à la caméra. On cut, on a le même plan, mais cette fois c'est de Maurice devant le volcan, qui lui aussi enlève son casque pour sourire à la caméra. Et donc quand même la répétition de ce geste, le fait qu'ils se sont mis les deux devant la caméra pour le faire, ça laisse à penser une certaine mise en scène. Et d'ailleurs, pour faire un parallèle un peu fumeux, c'est même des gens qui carrément enlèvent leur costume devant la caméra. Donc il y a quand même des opérations qu'on pourrait considérer comme cinématographiques qui sont faites par les crafts, ou démêlées avec ce qui a été monté par Sara Dosa. Et pour ça, j'ai une petite séquence qui, pour moi, vient un peu illustrer cette impossibilité de démêler. C'est un montage qu'on a de plusieurs inserts ou de gros plans de pieds qui marchent sur différentes surfaces. On a de la neige, de l'eau, de la terre, de la cendre. Et ces pieds, ils ont été cadrés. Donc c'est probablement les crafts qui ont décidé de filmer des pieds. Parce que c'est pas anodin, c'est pas tout un corps qui marche, c'est vraiment spécifiquement décidé de montrer des pieds. Mais ces pieds, ensuite, ils ont été assemblés dans ce montage, donc qui aurait été plutôt fait par Sara Dosa. Donc c'est là où je trouve que c'est difficile de démêler, parce qu'il y a un peu cette idée de ces pieds-là qui ont été filmés, mais qui ont été probablement répartis dans des milliers de films faits par les crafts, et ce montage qui a été effectué par la réalisatrice. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis. Je parle beaucoup, c'est pour ça. Et pour y répondre, je pense que ma réponse sera un petit peu longue. Mais réponds donc longuement. Mais tu pourras intervenir quand tu en as envie. Avec plaisir. Parce qu'il y a plusieurs choses. Pour savoir qui est l'auteur de ce film, il faut revenir à la base. Ce que tu as dit au début, c'est que c'est un film d'archives. C'est-à-dire qu'il y a une tension à l'origine qui est la personne qui monte et la personne qui filme, qui sont différentes et qui en plus sont séparées de plusieurs dizaines d'années dans ce cas-là. Donc il y a une tension. Et il faut voir comment le film traite cette tension, comment le film nous la montre. Et si on revient à la scène d'introduction, comme on l'a dit, qui était une espèce de scène primitive, fictionnelle, qui nous montre cette tension justement entre des images qui semblent être documentaires, mais un montage qui semble les agencer comme de la fiction, mais qu'est-ce qu'on voit en fait dans cette image-là ? La première chose qui marque quand même, c'est la qualité des images. Tout le monde ne filme pas comme ça. Et tout le monde n'a pas accès à des images comme ça. Même aujourd'hui, avec l'omniprésence des téléphones, des caméras, des réseaux sociaux, peu de gens ont des images de cette qualité-là. Et même si tout le monde n'est pas volcanologue, mais quand même, tous les volcanologues n'ont pas ces images-là. Donc déjà, on nous positionne ces gens comme deux personnes cinéastes, comme deux personnes qui semblent avoir des affects cinématographiques. Ils ont un certain regard cinématographique sur le réel devant eux. C'est ça. Et comme tu le dis, après, on a des scènes qui nous montrent qu'en fait, ils mettent en scène. Mais dès le début, on nous montre quand même que ces personnes ont des affects avec la fiction, en tout cas avec le cinéma, qui pensent leur pratique de la volcanologie presque avant tout comme une pratique cinématographique. Donc on a une continuité entre les crafts,
les volcans et le cinéma qui est opéré très rapidement dans le film, en tout cas, où Fire of Love existe parce que les Crafts ont filmé. Et parce que les Crafts ont filmé de cette façon. Et ça, déjà, c'est une espèce de prérequis, en tout cas de mensonge du cinéma documentaire, c'est que toutes les vies ne sont pas cinématographicables. Les fameux cinématographicables. Ouais, ça veut dire que Maurice et Katia Kraft, dans leur vie, c'est du pain béni. C'est des gens qui ont déjà pensé leur vie comme un film presque. T'avais juste à te baiser puis à réorganiser le truc. C'est pas pour rien qu'il y a 2 films qui sortent la même année et qu'en plus Herzog utilise depuis longtemps des images des Kraft dans ses films. Il n'a pas attendu de faire un film sur eux pour les utiliser. Oui, puis que leurs images existent dans des tas de livres de géographie et dans des films. Les Crafts, leurs photos, elles sont beaucoup utilisées. Maurice et Katia Kraft ont des composantes dans leur vie qui font que c'est facile de faire un film sur eux. Donc on l'a déjà dit, le film présente beaucoup de points communs avec le biopic. Et notamment, on nous présente la vocation qu'ils ont avec les volcans, où ils sont enfants et ils vont sur un volcan en Italie. Et c'est là où ils ont la révélation, les volcans c'est trop super, je veux vouer ma vie au volcan. Et c'est un hasard. C'est comme ça qu'ils se l'ont dit. Les volcans c'est trop super. Je pense que c'est comme ça qu'ils se l'ont dit exactement. Mais il y a une idée, et c'est peut-être le beau hasard de la vie, c'est que Maurice, il va pas sur n'importe quel volcan, il va sur le Stromboli. Stromboli qui est aussi un film de Rossellini. Donc dès le début, en tout cas, et le film appuie bien sur ce fait-là, c'est que dès le début, il y a une continuité entre la vie de Maurice, les volcans et le cinéma. Même dans sa vie à lui, c'est qu'il a la révélation sur le Stromboli, c'est un beau hasard de la vie, mais qui, dans le film, devient signifiant, qui devient une opération de fictionnalisation, de romantisation, qui va se développer par la suite. Oui, d'ailleurs, il y a même une scène que je n'ai pas mentionnée, mais dans laquelle on montre Maurice qui dit qu'il ne fait pas du cinéma et où la narratrice dit que ce n'est pas vrai, qu'il y a quelque chose de cinématographique dans leurs images. Et d'ailleurs, après, il y a une scène que toi, tu avais adorée la première fois que tu as vu le film avec des chevaux qui sont en train de... Oui, avec la musique de la Bon, la Brute et le Truand. Exactement, des chevaux en train de courir sur une montagne et où elle plaque cette musique du coup d'un film culte pour vraiment amplifier cette idée que c'est du cinéma. Ouais, c'est ça. Il y a une en tout cas, il y a une continuité qui est entretenue par Sarah Dosa entre les images des Crafts et le cinéma fictionnel, et pas le cinéma documentaire, le cinéma fictionnel. Ouais. Et il y a aussi un autre point, c'est qu'il y a une espèce d'incontinence de la part des Crafts à filmer, parce qu'ils filment tout et n'importe quoi. En tout cas, on a autant des images de volcans en éruption que de Katia qui mange du saucisson, que de pas, de villes, de voitures. En tout cas, il y a vraiment de tentes de leur vie autour des volcans. Il y a une vraie propension à filmer tout ce qu'ils font. Et ce qui est quand même plus l'apanage des cinéastes que des volcanologues, surtout à une époque où, il faut rappeler, on n'est pas à une époque des smartphones, on est à l'époque où ils filment en pellicule, la pellicule ça coûte cher, il faut une caméra, il faut l'amener, il faut l'entretenir, il faut l'utiliser, il faut développer ces clichés. C'est quand même un travail qui doit être fait. Et d'ailleurs, il y a un gros travail sonore qui est fait dans le film pour resonoriser tous ces extraits, où on sent que le son il est beaucoup plus précis que ce qu'il devrait être. Mais c'est un très beau travail, moi je le trouve, mais en tout cas, il y a un effort de fictionnalisation de ces images qui sont à la base documentaires pour les rendre encore plus spectaculaires, quoi. Il y a un moment qui est marquant. Il filme de loin des roches qui tombent avec une caméra, je ne sais pas quelle caméra c'est, mais probablement pas de son embarqué. Et le bruit de la roche qui tombe est hyper défini, et hyper impressionnant. Ça fait des gros booms et puis ça fait waouh. Et ça, c'est un son qui a été rajouté aujourd'hui, qui a été soit reconstruit, soit créé pour l'occasion. Oui, d'ailleurs, on les voit pas souvent. On voit de temps en temps leur caméra. Ils n'ont pas l'air d'avoir des micros avec. Non, tout à fait. Oui, il n'y a pas l'air d'avoir d'enregistreur avec eux, par exemple. Et à un moment, il y a Maurice qui nous dit, d'ailleurs, qui vient un peu confirmer cette intuition qu'on a, c'est qu'il nous dit que Maurice a besoin de filmer les volcans pour sa recherche. Il dit, j'ai besoin de filmer, puis on nous montre des photos, on nous dit, grâce à cette photo, ils ont pu analyser les trajectoires des bombes, grâce à ce film-là, ils ont pu analyser telle chose. Donc, on nous montre que la caméra, ce n'est pas qu'un hobby, c'est aussi une volonté scientifique. Mais moi, je pense que c'est un peu plus profond que ça chez les Crafts. C'est qu'il y a vraiment
un besoin de filmer pour comprendre le monde. C'est des gens qui comprennent le monde, en tout cas qui abordent le monde par la caméra et par l'image qu'ils créent et qui après ils regardent et ils remontent, etc. Mais la caméra, c'est vraiment c'est leur médium au monde et c'est comme ça qu'ils y accèdent. Et il y a d'ailleurs quelque chose qui est dit dans le film, c'est qu'au moment où ils ont commencé à orienter leurs recherches sur les volcans explosifs et sur sensibiliser les gouvernements aux dangers des volcans, la voix off nous dit qu'ils ont changé leur façon de filmer à ce moment-là et qu'ils se sont mis beaucoup plus à filmer les populations et les gens et les dégâts des volcans, ce qu'ils faisaient beaucoup moins avant. Donc, quand eux changent de mentalité, ou en tout cas d'objectif, ils changent leur façon de filmer. Donc il y a une continuité entre leur vie et l'esthétique de leur film. Donc encore une fois, ça c'est la preuve de personnes qui sont cinéastes. Oui, d'ailleurs, ça me rappelle une scène où Katia se rend seule sur les lieux d'une catastrophe, où il y a eu une éruption près d'un village, et toutes les images qu'on voit d'elle, c'est elle en train de prendre en photo et de filmer les choses, comme si, voilà, sa façon de regarder, peut-être que ça permet une certaine distance aussi, j'en sais rien, je ne suis pas dans sa tête, mais enfin, sa façon de regarder les choses, c'est à travers une lentille d'une caméra ou d'un appareil photo. Tout à fait. Et comme tu l'as dit, le film met beaucoup en scène cette fictionnalisation, cette idée de répétition, de mise en scène. Et là, ça aurait pu être vraiment une belle idée. Et puis c'est à beaucoup de moments, je trouve, une belle idée dans le film parce que il y a une vraie joie à faire des images et puis il y a une transparence en fait dans le film à ce moment-là entre les images des crafts et le montage de Sarah Dosa. Parce que finalement, monter les images des crafts, c'est comme monter un film qui a déjà été pensé à la base. Mais là où je trouve où le film, encore une fois, en fait, est gangréné par sa méritocratie, par sa volonté de vocation, c'est qu'à la fin, on nous dit que en fait, ces films-là, à quoi ils servaient ? C'est que les films-là, ils servaient à sensibiliser les États. C'est qu'ils se sont rendus compte qu'aller parler au gouvernement, ça ne servait à rien. Il fallait filmer pour leur montrer. Ouais. De nouveau, c'était signifiant qu'ils filment quelque chose. Et encore une fois, je ne doute pas que ça soit vrai. Je ne doute pas que ça ait fonctionné. Et c'est très bien qu'ils ont fait ça pour faire changer les choses et que ça a fonctionné en plus derrière. Donc c'est magnifique qu'ils aient fait ça. On parle d'un film, on parle d'un projet esthétique. Et encore une fois, on nous montre que toutes ces fictionnalisations, elle n'est pas juste un besoin de la part de ces personnes, c'est pas juste une volonté philosophique, c'est pas juste un truc très profond. Non, il faut que ça serve. Il faut que, à la fin du film, on se soit dit, ah ouais, en fait, ces gens-là, ils filmaient, et donc ça a aidé, donc le cinéma aide le monde, le cinéma a un impact dans le monde, c'est beau. Ces gens sont vraiment des héros. Il y a une héroïsation de Maurice et Katia Kraft dans quasiment tous les aspects de leur vie. Ouais, ce qui me fait me poser une question à nous deux. Moi, je pense que je ne saurais pas nécessairement y répondre, et peut-être toi non plus, parce qu'on n'a pas vu les autres films de Sarah Dosa. Mais à ton avis, cette mythologie des Kraft, à quel point c'est National Geographic qui pose ça quand même sur le film ? Parce que c'est quand même une boîte de prod, de distribution de prod, qui fait des films, comme on l'a dit, de facture plus classique. Donc à quel point c'est l'influence de ça qui fait que du coup on a, on peut pas savoir, hein, mais enfin un film avec cette narration assez classique, même si elle n'est pas évidente, comme tu l'as si bien dit. Ce qu'on ne peut pas savoir aujourd'hui, ce qui pourrait être fait, c'est une analyse transversale des films du National Geographic, voir quelle est l'esthétique National Geographic, comment elle s'infuse dans les films, et quel point commun on peut tisser entre Fire of Love et National Geographic. C'est voir à quel point ce film-là a été influencé par ce mode de production-là, et ça ne serait pas étonnant que National Geographic appuie une vision du monde qui a l'air de fonctionner avec l'idéologie capitaliste. C'est une énorme boîte, il n'y aurait pas de... Ça ne paraît pas choquant. Et un autre moyen de le faire, c'est de comparer le film Fire of Love avec celui de Werner Herzog et de voir les différences. Parce qu'on a dans les deux cas la même matière et un film totalement différent. Absolument. Mais donc voilà, on ne peut pas vraiment savoir, mais il y aurait des moyens, je pense, de savoir à quel point National Geographic effectivement influence le montage. Et après, il faudra demander à Sarah Dosa, est-ce qu'elle a choisi son monteur, est-ce qu'on lui a imposé son monteur ? On l'appellera. On lui dira coucou Sarah. Explique-nous. Mais ça permet de retomber sur ta question du début, c'est qui est l'auteur du film ? Parce que malgré donc, tout ça, on a vraiment deux cinéastes, en fait, trois cinéastes, qui seraient les Kraft et Sarah Dosa, qui bataillent. Parce qu'on a, comme on le voit, on a l'idéologie
méritocrate qui se bat en fait avec les images des crafts, parce que l'idéologie méritocrate essaye de plier les images des crafts à un récit méritocrate du progrès humain, parce que c'est ça finalement qu'on nous apprend dans le film, c'est le monde a progressé grâce aux crafts. Entre le moment de leur naissance et le moment de leur mort, il y a eu du progrès, quoi. Il y a eu une amélioration des conditions de vie, il y a eu une amélioration. Et c'est peut-être vrai. Peut-être que c'est vrai que les crafts, effectivement, ont aidé à... C'est sûrement vrai, d'ailleurs, que les crafts ont aidé à sauver beaucoup de gens, et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens moins de gens qui meurent grâce à eux des éruptions volcaniques. Mais encore une fois, c'est pas évident. Et le progrès dans l'histoire, c'est une notion qui est très remise en cause. C'est l'histoire, est-ce que l'histoire va toujours de l'avant, ou est-ce qu'elle recule, est-ce qu'elle elle fait des sauts en arrière Ava DuVernay a fait un documentaire justement qui s'appelle 13th, qui parle du 13e amendement, qui va plutôt de répondre à cette question, si jamais. Il est plutôt d'avis qu'on va en arrière. Mais donc c'est ça, dire que le progrès semble être la marche de l'histoire, en tout cas le film s'inscrit là-dedans, je ne dis pas que c'est ça que le film fait, mais en regardant le film, c'est l'impression qu'on a en tout cas, qu'on a avancé en 40 ans, je ne sais pas quel âge les crafts avaient à la fin de leur vie, mais en 40 ans. Et donc on a ces deux films-là qui combattent. Et c'est comme ce que tu disais avec la voix off. Parce qu'on a la voix version très poétique, crue, presque matérialiste des crafts, qui est notre vie c'est ça, et la mort c'est ça, parce que notre vie c'est ça. Et on a la voix de Sarah Dosa qui est beaucoup plus métaphorique, beaucoup plus qui fait des analogies en disant oui. Donc on a vraiment ces deux histoires-là qui se battent, et définir un seul auteur à ce film, ça me paraît difficile, en tout cas, parce qu'il y a vraiment, pour moi, le combat n'est pas gagné. C'est-à-dire que ni l'un ni l'autre n'arrive à prendre le dessus. Parfois, les crafts prennent le dessus, parfois Sarah Dosa prend le dessus, et ça nous donne un film qui est très hybride, finalement, et qui, malgré... c'est un film que j'apprécie que j'apprécie voir, mais c'est vrai que sur certains aspects, il est très inégal. Mais qui donne une cool lecture du film, d'essayer de regarder le combat entre les crafts et Sarah Dosa pour, disons, avoir la primeur sur le film. J'aime bien cette idée, je le regarderai peut-être de cette façon. Et je pense que ça conclut l'épisode 2, ce qui relève du document. C'est bien que tu l'aies fait 2 fois, cette blague. J'ai fait sans les doigts cette fois. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, qui relève du document. Exact. On est sur les plateformes d'écoute Spotify pour le moment, mais Apple Podcast bientôt. Toutes les plateformes bientôt, en tout cas. Promis. Au revoir Alexandre. Au revoir Ludie. We would often discuss the life and work of a French couple, Katja and Maurice Kraft. They were famous for capturing incredible images of volcanoes. But this meant that they had to get dangerously close to their subject. Too close, as it would eventually turn out.